Bonsoir, mon nom est Omar Boula Escobar. Je vais vous parler du crime organisé transnational. Un thème méconnu par beaucoup de gens, mais qui a une incidence directe sur la vie de chacun d'entre nous, de tous les pays du monde. Un phénomène qui fait partie du XXIe siècle, comme il ne faisait pas partie au XXe siècle, en termes de sa magnitude, de son importance et de sa complexité. Comme je dis, le thème est complexe, donc je vais essayer d'être bref pour vous signaler l'importance de ce phénomène tant au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, comme de l'Europe même. Une définition que vous voyez là sur l'écran, ce qui fait le crime transnational organisé différent du crime organisé comme tel, et surtout la globalisation. S'il y a quelqu'un qui a profité de la globalisation plus que les gens civilisés, si on peut le dire, c'est les crimes organisés. Des flux financiers beaucoup plus rapides, des technologies beaucoup plus avancées, de mouvements des gens entre les pays facilités. Et donc, pendant que le monde essayait de se réorganiser après la guerre froide, le crime organisé n'a pas perdu du temps et il y a des connexions au niveau du globe entier. Quelles sont les activités? Les principales activités sont sans doute, la principale est le trafic de drogue. Plus ou moins 60% du chiffre d'affaires, si on peut l'appeler comme ça, du crime organisé transnational constitué par les drogues. La cocaïne, l'héroïne, la méthamphétamine et d'autres drogues. Mais aussi les armes qui sont souvent échangées par les drogues. Aussi la minerie illégale, les mines qui sont exploitées par les mafias avec des minéraux précieux, comme le coltan, comme l'uranium, comme l'or, et qui font tous les jours une partie croissante de leurs finances. Mais il y a d'autres activités. Bien sûr que vous connaissez des activités très tristes, comme le trafic d'êtres humains, les trafics de parties de l'être humain, non? Des esclaves modernes. Tous ces sujets qui ont beaucoup à voir avec l'immigration, avec les problèmes qu'est en train de vivre le monde entier, mais surtout l'Europe, en termes de son problème migratoire. La technologie, comme je l'avais mentionné, a été clé pour le développement du crime transnational organisé dans le XXIe siècle. On utilise des radars, on utilise des GPS, on utilise des sous-marins pour transporter de la drogue. On peut utiliser les services des meilleurs avocats, des meilleurs techniciens, tout ce que l'argent peut acheter. Et bien sûr, le crime n'hésite pas à dépenser cet argent si ça lui convient en termes d'augmenter ses profits. Voyons une carte. Cette carte est, je dirais, simple, mais ça montre sans doute la connexion qu'il y a entre tous les continents du monde en termes de crimes organisés. La cocaïne de la Colombie, des phares, peut être trouvée en Nouvelle-Zélande à des prix exorbitants, bien sûr, mais ça arrive. La cocaïne de la Colombie arrive en Afrique, l'héroïne d'Afghanistan passe par la Turquie et arrive en Europe. Les drogues, les crimes, les personnes, les minéraux, les armes sont en train de bouger. Il y a un mouvement constant pendant qu'on parle qui fait que les profits et les connexions dans le cadre du crime organisé sont toujours plus grands en termes de profits et des connexions beaucoup plus complexes et profitables. Voyons une autre carte avec des proportions. Si vous voyez les cercles rouges, on voit déjà 70 milliards de dollars seulement en drogue qui part vers les États-Unis et vers l'Europe. On va voir après ça les chiffres qui sont énormes en termes de le poids du crime organisé transnational dans les finances mondiales. Mais vous voyez déjà que d'autres types de trafic, comme le trafic de bois, comme le trafic, le contrebande, comme le trafic des personnes, comme j'avais mentionné, s'additionnent pour faire des milliards et des milliards de dollars, des budgets comparables à ceux de plusieurs pays mis ensemble. Comme vous voyez là, on parle de 2,1 trillions
de dollars par an. Si on le met en perspective, on prend par exemple la crise financière de 2008, où les États-Unis ont dû investir plus d'1 trillion de dollars pour une récupération économique. Cela a été fait une seule fois. On parle dans le cadre du TOC en anglais, ou le crime organisé transnational, de 2,1 trillions par an, et cumulatif, pour qu'en plus le monde est en train de faire très peu à ces sujets. De ce chiffre, 322 milliards représente la proportion en drogue. On peut voir sans doute, si tu peux continuer, merci, les proportions avec d'autres graphiques. Mais vous voyez là les différents temps. Il y a un autre crime que je peux mentionner, c'est les espèces en voie d'extinction. Hier, je voyais à la télévision de centaines d'oiseaux tropicaux dans des valises qui étaient exportées. La moitié était morte, exportée vers l'Europe. Cela constitue une autre branche du crime organisé, aussi malheureuse que celle qui a à voir avec les êtres humains, bien sûr. La différence du paradigme actuel en termes d'organisation du crime organisé transnational, il n'est plus aussi hiérarchique qu'auparavant. Maintenant, le lien entre ces acteurs sont beaucoup plus complexes. Il y a eu une étude faite sur la familia michoacana au Mexique, et on voulait voir quelle structure elle avait, bien sûr, pour pouvoir l'attaquer de part des forces de l'ordre. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus le boss et les sous-boss, mais il y avait toutes de nouvelles connexions beaucoup plus complexes, je répète, qui en plus n'avaient pas nécessairement à voir avec les trafiquants eux-mêmes. Il y avait des politiciens, des banques, il y avait tous de nouveaux acteurs qu'on appelle aujourd'hui les joueurs gris. On va voir la diapositive suivante. Une de plus, merci. Oui, et après on peut aller après. Alors, maintenant, on sait toujours les gens qui sont bons et les mauvais, oui, les criminels et les autres. Cela a changé. Maintenant, il y a un mélange, qui fait qu'il y a ce qu'on appelle les joueurs gris. C'est qu'ils ont un pied dans la légalité et l'autre pied dans l'illégalité. Et on parle ici des grandes corporations financières, des politiciens que malheureusement n'ont pas été assez fermes pour rester du côté de la démocratie et loin de tout ce qui a à voir avec le monde criminel. Si on peut aller avant, on voit de quelle manière ce qui est préoccupant et la manière dont le crime organisé transnational est en train de pénétrer les démocraties. Et cela est fait de manière systématique. On fait des pénétrations des institutions éducatives, les médias, une grande partie des médias leur appartiennent, les forces de l'ordre, de la police et bien sûr des liens, comme j'avais mentionné auparavant, avec les secteurs privés et les secteurs financiers. Mais finalement, ils prennent les États. Et ces États deviennent des États gouvernés par le crime, comme le cas de Venezuela, comme le cas de Guinée-Bissau, comme d'autres narco-États qui sont des phénomènes que moi je crois qu'ils sont tout à fait spécifiques au XXIe siècle. Un des nexus les plus préoccupants, sans doute, est le nexus qui s'est créé entre le crime et la terreur. Alors on voit des liens aujourd'hui entre des organisations latino-américaines, on va voir après les Foros de Sao Paulo, mais des organisations latino-américaines de trafic de drogue avec les organisations d'islamisme radical. C'est des liens très forts. Le Hezbollah, on sait déjà que se finance en grande partie avec la cocaïne des FARC. Et on a eu des liens entre les Zetas, les cartels mexicains, pour un attentat contre l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Washington, qui était en fait ordonné par Hezbollah. Donc il y a des liens permanents, il y a des liens sporadiques. Il y a une sous-contratation des services des autres pour pouvoir agir. Ceci est très préoccupant pour l'Amérique latine. On voit ici, par exemple, dans cette carte qui va vers l'Afrique, et c'est pour ça que je crois que les Européens se trompent. L'Union européenne se trompe quand elle appuie
pas seulement Cuba et le processus de paix en Colombie, par exemple. C'est parce que la source, en grande partie, la source de problèmes d'immigration de l'Europe vient de l'Amérique latine, en grande partie. C'est loin, oui, mais comme vous voyez là, il y a un trafic constant de cocaïne vers les côtes de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, des pays comme Guinée-Bissau, comme le Mali, comme la Mauritanie, bien sûr la Libye, qui est maintenant dans un désordre total, qui permet que la drogue fasse un pont entre l'Afrique et l'Europe. En 24 heures, la drogue qui sort de l'Amérique latine peut arriver en Italie, en Espagne, ou dans d'autres pays européens. Mais surtout le fait que ceux qui reçoivent la drogue en Afrique du Nord, c'est les narco-djihadis. Les narco-djihadis sont narcos parce qu'ils reçoivent la drogue et djihadis parce qu'ils appartiennent à des organisations comme Al-Qaïda au Maghreb, comme Hezbollah aussi, Boko Haram, etc. Donc le problème de l'exportation des drogues de la Colombie et du rôle des FARC dans tout ceci n'est pas un problème seulement colombien, c'est un problème qui a à voir avec vous, les Européens aussi, et malheureusement les politiques d'appui, comme je mentionnais auparavant, à Cuba, contradictoire avec la condamnation du Venezuela, sachant que Cuba est pratiquement le propriétaire du Venezuela, ces politiques contradictoires ne sont pas en train d'aider les démocraties en Amérique latine. On voit ici encore la connexion. Comme vous voyez, il y a des drogues qui partent et des armes qui retournent. Maintenant, on a une des régions les plus armées en termes d'armement personnel dans le monde. L'Amérique latine, avec des villes très dangereuses et bien sûr les résultats de toutes ces activités criminelles mélangées. Le Foro de Sao Paulo. Le Foro de Sao Paulo est une organisation d'un profil très bas, mais vous pouvez difficilement imaginer le pouvoir que le Foro de Sao Paulo a. Quand vous parlez de Hugo Chavez, quand vous parlez de Lula da Silva, quand vous parlez de Evo Morales, quand vous parlez de Rafael Correa en Équateur, quand vous parlez de Juan Manuel Santos en Colombie, ils font tous partie d'une organisation beaucoup plus grande qui s'appelle le Foro de Sao Paulo. Qu'est-ce qui est le Foro de Sao Paulo? C'est une association de tous les partis de gauche de l'Amérique latine, avec les factions mafioso de l'Amérique latine, comme FARC, le Sendero Luminoso au Pérou, etc., qui a été créé en 1990, une fois que l'Union soviétique s'est dissolue, parce que les guérillas de l'Amérique latine et Cuba, notamment, n'avaient plus l'Union soviétique comme une source de financement. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit à l'époque, il faut trouver d'autres sources. Malheureusement, une de ces sources a été la drogue. Et aujourd'hui, c'est ma manière de voir les choses, la composante idéologique est presque disparue. Et ces pays sont devenus des pays où règnent les crimes, la drogue, le trafic de drogue et les institutions démocratiques se sont affaiblies énormément pendant les 2 dernières décennies. Un écrivain brésilien qui s'appelle Olavo de Carvalho mentionne le Foro de Sao Paulo comme une des organisations les plus dangereuses, les plus répandues et les plus menaçantes en termes de liens entre la politique et les crimes. Elle est énorme et le monde devrait le connaître. Quel était le résultat? Mais on va les résultats. Je ne vais pas trop parler du Venezuela, mais bien sûr, vous connaissez la situation. Et un des pays les plus riches de la région, d'un moment en question de 2 décennies, après Hugo Chavez est devenu presque le pays le plus pauvre, à des niveaux ressemblables à ceux d'Haïti. Ce n'est pas acceptable. Je ne veux pas entrer, c'est la capitale du monde la plus dangereuse, une inflation qui, hier j'ai vu le nouveau chiffre de 5000%. La production pétrolière, tout à fait, la machinerie de production pétrolière détruite, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de médecine. Il ne faut plus illustrer la situation du Venezuela. Le problème, c'est que ceci est en train de se répandre. Oui, et c'est en train d'arriver en Colombie, en Équateur, avec le backing, avec le crime organisé derrière et son pouvoir économique énorme qu'on a montré auparavant. Les FARC
supposément un parti politique aujourd'hui, les FARC sont toujours un cartel de drogue. Ils sont toujours le cartel de drogue le plus puissant du monde. Oui. Et bien sûr, il y a des calculs différents. Il y en a qui disent que c'est le cartel mexicain. Le fait, c'est que les FARC sont présentes en presque toute l'Amérique latine, du Mexique en Argentine, mais aussi présentes en Afrique, comme on a déjà mentionné, au point que le Front Polisario au Sahara occidental est appelé le FARC du désert. Les FARC sont sur le territoire européen et sont les responsables, comme je dis auparavant, pas seulement de l'entrée de la drogue croissante, avec 4 millions de consommateurs de drogue en Europe, mais en plus, ils sont derrière la migration et exploitent malheureusement parfois les liens avec l'islam radical. Les FARC est un problème pour la Colombie. Les FARC et les processus de paix ne sont pas ce que le monde croit. Et c'est en fait une stratégie très claire du crime organisé pour kidnapper la démocratie colombienne comme d'autres démocraties en Amérique latine. Il y a eu des procès de transformation et si les FARC et ces groupes guérilleros du passé avaient une idéologie, et on parlait d'inégalité de l'Amérique latine, bien sûr, il y a des inégalités énormes. Mais ce n'est pas le groupe, ce qu'on appelle supposément le socialisme ou le communisme qui va résoudre le problème, ou le Venezuela. Ça fait tout le contraire. Donc, il y a une transformation. Il faut comprendre que les FARC du XXe siècle ne sont pas les FARC d'aujourd'hui. Les FARC aujourd'hui sont carrément un cartel international de drogue. Rien de plus. En ce qui concerne l'Amérique latine, et parfois les gens, autour du monde, les gens se demandent pourquoi Donald Trump a mentionné le Venezuela comme un des ennemis des États-Unis, ensemble avec la Corée du Nord et l'Iran. Ce n'est pas le Venezuela en soi, c'est qu'au Venezuela et en Amérique latine, il y a une présence de l'Iran croissante depuis plusieurs décennies, mais surtout depuis 2005. Déjà, à la fin du XXe siècle, en 1994, il y a des gens qui peuvent connaître le fait qu'il y a eu des bombes à un centre juif à Buenos Aires, pour lequel après un fiscal a été tué. L'Iran était intéressé sur les secrets nucléaires des Argentins qui exportaient de l'énergie nucléaire pacifique. Le fait, c'est que Hugo Chavez a finalement ouvert les portes de l'Amérique latine à l'Iran, au moment où l'Iran était encore sous les sanctions à cause de ses projets nucléaires. Et il y a eu de la recherche de l'uranium, elle a établi une présence, il y a même une base de missiles à Paraguaná, au Venezuela. Elle a établi les écoles qui font l'entraînement le training ce qu'on appelle les milicias bolivarianas. C'est ces gens qui se baladent en moto au Venezuela en train de faire de la répression au nom de l'État. L'Iran est ici. 40 000 agents iraniens ont été comptés en Amérique latine. En plus de ça, on voit du prosélytisme au sud du Mexique, au Chiapas, du prosélytisme au nord de la Colombie, au Venezuela, une présence croissante de Hezbollah, ce qu'on appelle la triple frontière, au sud du continent. Et, bien sûr, pendant que l'Amérique latine est beaucoup moins infestée du islamisme radical, je répète, islamisme radical, parce qu'il y a des islamistes qui ne sont pas radicaux, comme dans toutes les régions, il y a des radicaux, il y a qui ne le sont pas. Le phénomène est en train de croître et il faut faire très, très attention. Ici, on voit une carte de la présence seulement de FARC, Hezbollah et Al-Qaïda dans la région. C'est une omniprésence. Malheureusement, l'Amérique latine a été abandonnée par la communauté internationale avec ses rêves de Chavez de l'époque, où il y avait supposément une révolution en faveur de classes appauvries. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Le Venezuela est la preuve. Et ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'on devient un continent plein de crimes, plein de drogues, et avec tous les jours moins de gouvernabilité, moins de démocratie. L'attitude des États-Unis et de l'Europe
pendant le gouvernement de Barack Obama, l'Amérique latine a souffert énormément. A souffert énormément. Les rapprochements de Cuba, ce n'est pas une question d'être pro-Trump ou anti-Trump, ça n'a rien à voir. Le Cuba est une dictature, les plus sanglantes pendant 60 ans. Et en plus de ça, Cuba est la responsable pour tout ce qui se passe en Amérique latine en termes de la perte de démocratie. Comme je mentionnais auparavant, Cuba est un fondateur à l'origine du Foro de Sao Paulo, et pendant que le gouvernement Obama appuyait l'ennemi de la démocratie de l'Amérique latine, aujourd'hui l'Union européenne appuie Cuba, mais en même temps fait la condamnation du Venezuela. On ne peut pas faire les deux choses. Le Venezuela appartient à Cuba. On ne peut pas faire les deux choses. Le rapprochement de Federica Mogherini, la représentante pour les affaires étrangères de l'Union européenne, a été très mal vu en Amérique latine. Et ce qui est pire, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, ce qui se passe dans la région a à voir avec vous, les Européens, aussi. C'est la drogue qui est en train de financer le djihadisme en Afrique du Nord, qui après finance l'immigration en Europe, et après on voit les paris, les Nice, les bombes à Bruxelles, etc. Et on se demande pourquoi ça continue. Donc, moi, je suis arrivé à une conclusion que ce qu'il y avait en Amérique latine, ce n'était pas réellement, comme la presse internationale le dit, du socialisme et du communisme. C'est un déguisement, c'est clairement un déguisement, une perte idéologique à travers le temps. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est simplement des organisations criminelles déguisées de socialisme, déguisées de communisme, qui sont en train de prendre le pouvoir. Moi, je l'appelle le narcopopulisme. Ça, c'est le vrai problème de l'Amérique latine. On a donc plusieurs couches de pouvoir qu'il faut mentionner. La couche, nous, les mortels, dans ce cas-ci, j'ai mis l'Amérique latine en jaune en bas, mais au-dessus de nous, il y a d'autres pouvoirs. Bien sûr, comme je mentionnais, les pays, le cas de l'Amérique latine, les pays étrangers comme l'Iran, qui pénètrent, la Russie et la Chine qui sont partout, bien sûr, mais ça ne fait pas partie de cette conversation. Mais au-dessus de ça, il y a d'autres pouvoirs, les grands pouvoirs financiers, les banques, etc. Et au-dessus de ça, il y a d'autres pouvoirs qui font partie de la globalisation et qui font partie aussi de tous ces liens complexes du crime transnational organisé et de ces joueurs gris au niveau global. Si on peut voir après, s'il te plaît. Si. George Soros, que vous connaissez bien, n'est pas une théorie conspirative, non, ce n'est pas une théorie de conspiration, c'est un être très réel qui a déjà été, qui en fait est très présent en Europe. On le sait déjà en Hongrie, il y a déjà d'autres qui sont pleins de son influence croissante en Europe. Bien sûr aux États-Unis, vous savez qu'il est devenu l'ennemi principal de Donald Trump, et c'est celui qui finançait la campagne de Hillary Clinton. Mais il est aussi en Colombie, il est aussi en Amérique latine, il fonde des ONG partout, il intervient même dans le processus de vote, le processus électoral de la région, et malheureusement, sa présence n'est pas bienvenue en termes de la manutention de notre démocratie. Il y a dans toutes ces histoires de crimes organisés, de blanchiment d'argent, on sait que par exemple avec la paix en Colombie, il y a au moins, et ça c'est selon The Economist, 10 milliards de dollars qui sont perdus. Moi personnellement je dis que c'est beaucoup plus. En Colombie, et ça c'est une manière claire de pouvoir définir l'influence du crime organisé dans des cas de gouvernabilité comme en Colombie. Quel était le prix de la paix? Le prix de la paix, c'est de perdre des milliards de dollars blanchis en dollars, en plus d'avoir blanchi les crimes des criminels des FARC, mais ça c'est un thème qu'on peut toucher ailleurs. Le fait qu'il y a l'argent derrière, comme il y a derrière tout malheureusement, mais clairement c'est des montants d'argent aussi grands qui, je répète, définissent le sort et le futur de beaucoup de non-nations en Amérique latine, en Afrique et d'autres parties du monde. L'ère Trump a changé les choses, bien sûr.
ceux qui m'écoutent pourraient dire, mais les pro-Trump, moi, je ne suis pas ni pro-Trump ni anti-Trump. Moi, je suis pro certaines politiques qui peuvent défendre notre démocratie. Et certainement, s'il y a une politique américaine qui mentionne le crime transnational organisé et le djihadisme comme des priorités, c'est des politiques que moi je considère comme convenables pour nos démocraties. Si on regarde le National Security Strategy, qui a été produite en décembre 2017, récemment, on voit avec deux flèches rouges, avec la flèche rouge, pardon, que vous voyez là, le djihadisme et le transnational organized crime. C'est une priorité. C'est une priorité. Et comme je dis au début de l'émission, qui nous concerne tous les pays, et nous tous, notre sécurité. Et donc, on doit connaître les phénomènes plus pour pouvoir analyser et avoir des critères beaucoup plus clairs en termes de décisions qui sont en train d'être prises par les autorités, dans ce cas les autorités des affaires étrangères de la communauté européenne, de l'Union européenne. Pardon. Pour finir, ça c'est l'aéroport de Caracas, Venezuela. Ça c'est pas des gens vénézuéliens que vous voyez là. Il n'y a rien de mal de voir des gens d'autres cultures dans des aéroports à travers le monde. Malheureusement, ici, on sait qu'il y a déjà des groupes qui viennent du Moyen-Orient qui sont en train de s'établir dans la région. Donc, c'est le début d'un long processus que j'espère peut s'arrêter bientôt en termes de l'invasion de l'islam radical à l'Amérique latine. Finalement, ce n'était pas le but du début, c'est de faire de la propagande de mes livres. En plus, je n'ai rien en français, malheureusement. J'ai le Plan Maestro en espagnol qui a décrit la situation qui venait il y a 4 ans. Ça se voyait venir. Et puis Watch Your Backyard en anglais qui décrit en plus de détails les crimes organisés transnationaux et le djihadisme en Amérique latine et ce que ça a à voir avec le sort d'autres pays comme l'Amérique du Nord, le Canada et bien sûr l'Union européenne comme un tout. Merci beaucoup à tous. J'espère que ça n'a pas été trop long. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à Twitter, à Omar Boula. Je serai prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup encore. Merci au El Nodo pour l'opportunité.